Verdun, oui, la Première Guerre mondiale, les tranchées. Verdun, une grande bataille? C'est surtout l'année 1916. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son bâton d'œil fétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. La nuit du 19 au 20 juillet, eh bien c'est le plus beau jour de ma vie, car nous avons été relevés de Verdun. Écoute, je te dis, nous étions bien fatigués. Ils nous ont dit de partir, eh bien on ne sentait plus de fatigue. Nous sommes sortis de l'enfer, tant pis si on se fait tuer ailleurs. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin. Après la bataille des frontières en 1914 et les coûteuses offensives de 1915, la Grande Guerre s'enlise. Tenu en échec sur son front Est avec les Russes, son économie compromise par le blocus maritime, l'Allemagne cherche à reprendre l'initiative à l'Ouest sur le front français. La région fortifiée de Verdun, face à Metz, sans liaison sérieuse avec l'arrière, est l'objectif choisi. Durant tout l'hiver 1915, profitant d'un excellent réseau de communication ferroviaire, les troupes du Kronprinz accumulent des moyens considérables devant la place. Au total, c'est 7 corps d'armée et 1500 pièces d'artillerie de tout calibre qui s'apprêtent à l'attaque. La stratégie est simple. L'artillerie pilonnera le terrain pendant des heures, puis l'infanterie pourra progresser sur un sol dévasté. Je ne t'écris que quelques lignes hâtives, car je monte là-haut, encourager tout mon monde, à la grâce de Dieu. Vois-tu, je ferai de mon mieux, et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. Leur assaut peut avoir lieu cette nuit, comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain, notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car ils y emploieront flammes et gaz. Mes pauvres bataillons, si épargnés jusqu'ici. La date retenue est le 21 février 1916. Et à 7h15, les 1500 pièces de l'artillerie allemande se déchaînent. La date retenue fut le 21 février 1916. Et à 7h15, les 1500 pièces de l'artillerie allemande se déchaînèrent.
Le 21 février, le bombardement a duré 10 heures. Sur un front d'une dizaine de kilomètres à peine, 1 million d'obus ont été tirés. Au soir du 21, les Allemands n'ont progressé que d'une centaine de mètres. Mais le 22 à midi, l'artillerie reprenait son effort. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Pas de mots pour exprimer l'incroyable furie du Trommelfuer, qui, des jumelles d'Orne aux côtes de Romagne, s'acharne à cracher fer et flamme sur notre malheureux secteur. D'angoisse quelconque, pas l'ombre, tant il est vrai que le sacrifice est complet, définitif et toute espérance morte. On ne saurait plus trembler quand on désespère de tout secours humain ou divin, de toute chance de salut. Pas même la hâte d'en finir. Et comment pourrait-on ressentir une telle impatience alors que chaque marmite qui rapplique peut être la bonne? Je ne me sens même pas le droit de dire la libératrice. Non, on attend dans une sorte d'abrutissement qui pourrait bien être au fond le fin du fin de la philosophie du malheur. Si par aventure on échappe à l'écrabouillement, on ne saurait échapper aux mitraillades, aux grenades, aux liquides enflammés, aux bombes asphyxiantes, aux couteaux de boucher que nous apporteront bientôt les vagues d'assaut férocement balayeuses, nettoyeuses. Mourir, écrasé, asphyxié, mitraillé, égorgé ou rôti vif, qu'importe, puisque de toute nécessité, il nous faut claboter. Puisque rien, absolument rien, ne peut nous sauver. Rien que le miracle d'un geste d'humanité qu'il serait fou d'espérer. Alors pourquoi s'en faire? Donc une résignation animale absolue. Les positions n'existaient plus, les renseignements qui parvenaient à l'arrière étaient confus et contradictoires. Isolés, livrés à leur seul courage, les survivants opposaient aux vagues allemandes une résistance opiniâtre. Le 25, le fort de Douaumont, dépourvu de garnison, est occupé par les Allemands. L'effet moral de la prise du fort fut d'une égale et considérable importance pour les vainqueurs et les vaincus. Il donna aux assaillants un nouvel élan et un nouvel espoir d'enlever rapidement Verdun. Chez les vaincus, il fit naître les premiers doutes sur la possibilité de tenir la place contre les assauts allemands. La chute de Verdun, dont les Allemands n'étaient plus qu'à quelques kilomètres, semblait probable. La ville fut évacuée en catastrophe de ses derniers civils. Pour tenir face à l'assaut allemand, il fallait organiser l'approvisionnement en renforts humains et matériels. La route de Bar-le-Duc, seule artère existante, fut aménagée. 8000 véhicules en service alimentaient cette noria et chaque semaine, 90 000 hommes et 50 000 tonnes de matériel étaient acheminés. La voie sacrée. C'est maintenant un effarant va-et-vient. 2 files de camions accolés l'un à l'autre vont lentement, en sens inverse, avec d'inexplicables arrêts. On dirait une chaîne sans fin, entraînant ces bennes chargées d'un côté, vides de l'autre. Sur les pistes, dans les champs qui bordent la route, des territoriaux vont tristement, l'outil sur l'épaule. Des voitures de compagnie roulottes surchargées, des voiturettes de mitrailleuses traînées par des mulets, des cuisines roulantes, des caissons d'artillerie se hâtent sur l'infernal parcours, et cela dure nuit et jour depuis des mois. Vorace, insatiable, le champ de bataille dévore tout ce matériel et tous ces hommes. Parfois, d'un camion, un poilu se dresse, boueux, défait, terrible, et d'une voix rauque lance aux camarades qui vont vers la bataille le mot sinistre « N'allez pas là-bas ».
Debout, j'ouvre les yeux et la terrible réalité m'apparaît. Nous allons partir à la mort, car nous savons que le combat sera dur. Voici 4 heures, nous avons froid, le moment approche. 4h30, le signal de départ vient d'être donné. Nous avons 400 mètres à parcourir avant d'arriver à la lisière du bois d'Avaucourt. Les coups de fusil commencent à claquer et bientôt un barrage serré tombe sur nos unités. Nous courons sous une voûte de fer parmi les écroulements cernés par des trombes de feu et de terre. Encore 3 minutes et leurs tranchées sont abordées. Des mitrailleurs résistent désespérément. Nous arrivons près d'eux et un horrible corps à corps s'engage. Les fusils ne peuvent plus nous servir et c'est à l'aide de nos pelles-bêches que nous frappons. Je suis fou, je ne vois même plus le danger. Le front est ébranlé. Un jour, l'ennemi prend une hauteur. Le lendemain, elle est à nous. Sur quelques points, toujours la lutte désespérée continue. Plus d'un qui tout à l'heure jouissait du soleil attend la mort venir en hurlant. Fini le rêve de paix et de retour au pays. L'homme devient vert et se terre dans les trous les plus profonds. Bombardement continu. Champ de bataille invisible sous la fumée asphyxiante. Gaz, paquets de terre, lambeaux qui tourbillonnent pêle-mêle dans l'air. C'est Verdun. Une fois par jour, je montais le ravitaillement aux camarades. Nous étions 2, Rilken et moi. Il y avait environ 2 kilomètres pour aller aux cuisines, et là commençait le drame. Dans cette étendue lunaire, cette terre hallucinante retournée sans cesse par les obus. Nous avons été immobilisés sous un tir de 75. Rilken se trouvait devant moi, puis je ne l'ai plus vu. Je n'ai pu ramasser quoi que ce soit de lui. Ils étaient comme volatilisés. Si nous étions dans l'obligation de nous jeter à terre, il était arrivé de voir le bouteillon s'ouvrir sous le choc et son contenu se répandre sur le sol. Mais les morceaux de viande étaient ramassés et pour les manger, nous les essuyions. Je lis sur ta lettre que le moral n'est pas fort en ce moment. Allons, du courage. Chaque jour nous rapproche de la fin. Tiens, pour toi et pour les autres. Pense à la France. Il faut prendre un seul but, en finir. Regarde voir une paix boiteuse. C'est le pire danger. Dans 20 ans, l'Allemagne sera doublement plus forte qu'en 1914, tandis que nous serons bien malades. Allons, raisonne-toi, et pour ceux qui te sont chers, et pour tous. Aie courage, patience et confiance, et tiens parce qu'il faut tenir. Mais ce qui me fait le plus trembler, ce n'est pas la victoire, je n'en doute pas. C'est l'après-guerre. C'est surtout le travail des femmes dans les usines, les bureaux. Que deviendra la vie de famille? Je n'ai jamais vu la récolte si en retard que cette année. Les animaux ont beaucoup souffert par le mauvais temps, et ils souffriront encore, car il ne reste plus de fourrage et on n'en reçoit pas. Ton petit François grandit, et jour après jour, il te ressemble davantage. Il a tes yeux et ton sourire. Je t'embrasse tendrement. Cherchant un abri, un homme s'est jeté dans un boyau, et la boue est aussitôt montée jusqu'à sa ceinture. Il demande de l'aide. 2 hommes lui ont tendu leurs fusils. 2 fois, ils ont glissé, et vite, ils ont repris place dans la colonne qui passe tout près, sourde aux supplications de l'enlisé qui s'enfonce lentement, sans secours.
N'oublions pas que nous avons dû laisser les camarades touchés par les éclats d'obus et on les abandonnait à leur sort. Nous ne pouvions faire autrement. Nous étions tous des sacrifiés. Un homme touché qui pouvait rejoindre un poste de secours par ses propres moyens, c'était un homme sauvé. Il n'en était pas de même pour ceux qui étaient touchés grièvement. Verdun était devenu la cité de la mort, sur des kilomètres et des kilomètres. Nous nommions ce front le moulin de feu. Plus bas, des blessés se plaignent atrocement. L'un d'eux est resté sur les 3 sentiers entre 2 entonnoirs. On ne peut pas passer ailleurs et il n'est pas possible de l'enjamber. On suit le sentier et sous nos pieds, le blessé geint faiblement. Ma mort est-elle pour aujourd'hui, tout à l'heure, et ceux d'en face? Des Français avaient été faits prisonniers. Je les ai vus. Ils étaient aussi sales, aussi abrutis et vidés que nous. Alors? Le 9 avril, les Allemands lançaient un assaut général. L'échec fut total. Le 10, le général Pétain publiait l'ordre du jour qui se terminait par la formule « Courage, on les aura ». On sait se tenir quand il faut. Et ce qu'il faut, il le faut. C'est pas difficile à comprendre. C'est à la hauteur de n'importe quelle intelligence de poilu. Faut ce qu'il faut, on les aura. Et ce mot est bien vrai, en guerre comme en amour. C'est évident que c'est parce qu'il faut ce qu'il faut qu'on se fait tuer et qu'on se raidit pour ne pas trembler. C'est évident que c'est parce qu'il faut ce qu'il faut qu'on se fait tout beau et tout propre et qu'on passerait par le trou d'une aiguille pour plaire à la promise qu'on va voir. On l'aura. Rien ne compte plus. Ni le temps, ni les personnes, ni la vie, ni la mort. Plus de limite à rien. Quand on y réfléchit, nous vivons des heures comme il n'y en a jamais de pareilles au monde. Des heures qui vont tout changer et tout bouleverser dans l'avenir. Un monde tout nouveau naîtra de cette guerre et tout sera changé ou changera après. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'autorité et la force sans limite, sans liberté, sans consentement, qui dispose des peuples et des individus comme il lui plaît. Nous voulons notre liberté, même si nous devons en faire mauvais usage. Il faut ce qu'il faut. Il faut d'abord la victoire, que nous voyons venir, mais que nous n'avons pas encore, mais qui vient. Nous le sentons, nous le savons, nous le comprenons. Vous, toi, tous et toutes là-bas, aimez pieusement, passionnément ceux qui vous ont sauvés. Pensez toutes les minutes aux soldats de France, à ceux de l'Isère, de la Marne, de l'Artois, de la Champagne, à ceux de Verdun. Ceux de Verdun. Et pas une plainte. Faut ce qu'il faut, disaient les gars de chez nous. Nous voulons la victoire, nous l'aurons, mais il faut y mettre le prix. C'est-à-dire la souffrance, la patience, la volonté que rien n'abat. Le 7 juin, les Allemands prenaient le fort de Vaux. Nous avons payé cher, très cher, la conquête de la forteresse. Des jours et des jours, de part et d'autre, nous avons été débouchés. L'intérieur du fort était intenable, pestilentiel, ignoble. Fumée de mazout, murs noircis, cadavres dans les recoins, infirmerie obscure pleine de blessés graves, où régnait une odeur de chlore, de pourriture. Le 23 juin, les Allemands lançaient 19 régiments sur le front. Le bombardement, plus terrifiant qu'en février, fut accompagné de 100 000 obus toxiques.
Le 11 juillet, Falkenhayn tentait un dernier assaut et il échouait devant Souville. Ce furent d'abord des squelettes de compagnie que conduisait parfois un officier rescapé, s'appuyant sur une canne. Tous marchaient, ou plutôt avançaient à petits pas, les genoux en avant, ployés sur eux-mêmes et zigzagant comme pris de boisson. C'est à peine si la couleur des visages différait de la couleur des capotes. La boue avait tout recouvert. Les vêtements comme la peau en étaient incrustés. Ils ne disaient rien, ne geignaient plus. Ils avaient perdu jusqu'à la force de se plaindre. On voyait dans leur regard un abîme inouï de douleur quand ces forçats de la guerre levaient la tête. Et dans ce mouvement, leurs traits apparaissaient figés dans la poussière et tendus dans la souffrance. Il semblait que ces visages muets criaient quelque chose d'effrayant, l'horreur de leur martyre. Des territoriaux regardaient. J'en entendis un qui disait « C'est plus une armée, c'est des cadavres ». Les Français reprenèrent le terrain que les Allemands leur avaient conquis, d'où Aumont et Vaux furent réoccupés par les Français. De février à décembre, 300 jours et 300 nuits de fureur. Comme à ce signal, l'orage ouvrit les nuages au-dessus de nous. Des étoiles apparurent et il fit plus clair, si bien qu'on pouvait distinguer les visages sous les casques. Mais ce n'étaient pas nos visages habituels. Ce n'étaient pas des visages humains qu'on n'eût jamais vus auparavant. Ils étaient longs, maigres, avec des yeux brillants d'une grandeur exagérée. Nous nous regardions sans rien dire. Nous nous ressemblions tout à coup énormément, comme si nous étions les enfants d'une même mère.